Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation sur les chauves-souris, ces alliés méconnus qui vivent dans notre environnement. En lien avec les objectifs du plan d'agriculture durable, ce projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Il vise à contrer le déclin de la biodiversité des oiseaux champêtres et des chiroptères, les chauves-souris, dans nos milieux agricoles. Donc, au fin de cette présentation-là, comme cette présentation est enregistrée pour un visionnement ultérieur, elle sera disponible sur nos réseaux sociaux. Également, quelques consignes. Donc, on va demander que vos micros et caméras soient fermés. Madame Desrosiers va nous faire une présentation en 3 blocs. Après chaque bloc, bon, en tout temps, vous pouvez poser des questions dans le chat qu'on pourra communiquer après chacun des blocs de Madame Desrosiers. Et puis, à la fin, bien, ça pourra être des questions ouvertes où on pourra échanger, clarifier des choses et tout. Alors, pour s'exposer, nous accueillons Mme Nathalie Desrosiers, qui est biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Celle-ci possède une grande expertise sur les petits mammifères qui nous rendent de précieux services à notre écosystème et à notre agriculture, les chauves-souris. Alors, bonsoir, Mme Desrosiers. Euh, Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous partager votre savoir. Fait que sans plus tarder, je vais vous laisser le soin d'abord de brève présentation de qui vous êtes et ensuite, là, on vous laisse aller avec votre présentation. Parfait. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier, M. Babel, de m'avoir invité. Je trouve que c'est très intéressant et c'est avec un grand plaisir que je suis ici ce soir pour parler des chauves-souris. Je suis biologiste, j'ai une maîtrise en entomologie. Mon dada, c'est vraiment l'entomologie, mais j'adore les chauves-souris également. J'en ai appris énormément sur les chauves-souris. Donc, je suis ici vraiment pour vous en parler et j'espère vous permettre de les aimer autant que je les aime. Alors, voilà. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Donnez-moi un petit moment. Donc, ce soir, je vais vous faire connaître nos chauves-souris. J'ai séparé ma présentation en 3 thèmes. En premier, je vais vous parler de la biologie et l'écologie des chauves-souris. Par la suite, avec les méthodes de détection et de suivi. Et je vais terminer par les aménagements qui peuvent être réalisés pour favoriser les chauves-souris. Alors, la biologie de nos chauves-souris. Dans le monde, on compte près de 1300 espèces de différentes tailles. Il y en a des tout petits, la grosseur d'un pouce, plus petit qu'un pouce, et d'autres comme la roussette qui est vraiment très, très, très grosse. Dans le monde, les chauves-souris peuvent se nourrir de différents aliments, les fruits, de nectar, de pollen, de poissons, d'insectes. C'est quand même très diversifié. Et les chauves-souris sont présentes partout, sauf dans l'Arctique et l'Antarctique. Les chauves-souris ont un rôle très important. Ce sont des pollinisateurs. Il y a plus de 500 espèces de plantes qui dépendent des chauves-souris pour la pollinisation. Ça permet de produire plusieurs aliments. Il y a plusieurs plantes tropicales aussi qui dépendent des chauves-souris pour la dispersion des graines. Les chauves-souris vont manger leurs fruits et dans le guano, c'est ce qui permet, lorsqu'elles se déplacent, c'est ce qui permet de- aux plantes de se disperser et de tomber dans un environnement propice. Elles permettent aussi de contrôler les populations d'insectes. Elles ont une importance économique très importante en agriculture parce que les insectes qui sont consommés, ben, en agriculture, on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides pour contrôler ces espèces-là. Et elles ont également un rôle clé dans les écosystèmes souterrains, les cavernes et les grottes où elles passent une bonne partie de leur vie. Au Québec, nos espèces de chauves-souris qui sont ici, on en a 8. Elles sont toutes insectivores. Elles se nourrissent toutes d'insectes et on les divise en 2 groupes. Le premier, c'est les chauves-souris résidentes. Ce sont celles qui vont passer l'hiver ici, dans des cavernes ou dans des mines abandonnées.
Et on a les autres qui sont des migratrices qui, elles, vont dès l'automne se déplacer vers le sud. Ça peut aller jusqu'au Mexique, l'Amérique centrale, mais ça peut être aussi proche que l'État de New York, en autant qu'il n'y a pas de gel très, très fort, mais elles migrent au sud dans les pays du sud pour être en mesure d'hiberner là-bas. Parmi nos espèces résidentes, on en a 5, la petite chauve-souris brune, la grande chauve-souris brune, la nordique, la pipistrelle de l'Est et la pygmée, chauve-souris pygmée. Parmi ceux-là, on en a 3 qui ont un statut en voie de disparition depuis 2014 au fédéral et on en a 2 qui sont inscrites à la liste des espèces menacées et vulnérables ici au Québec. Mais ce processus-là de désignation est présentement en cours et la petite brune, la nordique et la pipistrelle pourraient devenir une espèce menacée, désignée menacée au Québec. Quand on regarde du côté des espèces migratrices, nos 3 espèces, la cendrée, l'argentée et la rousse, elles sont toutes les 3 susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Elles ne sont pas n'ont pas de statut au niveau fédéral, mais avec le processus de désignation, eh bien, la chauve-souris rousse pourrait devenir vulnérable. C'est une question de temps, si on peut dire. Lorsqu'on regarde l'aire de répartition de nos espèces résidentes, de celles qui passent l'hiver ici, on peut voir que la petite brune, la nordique et la grande brune ont quand même un bon aire de répartition. Elles se présentent partout, pas mal partout au Québec. C'est sûr que la limite nord, qu'est-ce qui est de couleur, là, c'est vraiment où ce que l'on sait que l'espèce est présente parce qu'on a capturé des spécimens. Quand il y a du quadrillé ou un peu plus dans le nord, un peu plus dans les zones plus nordiques, ça, c'est parce qu'on a des cris d'écolocation, mais on n'a pas d'espèce de capturé. Ça veut dire que des fois, avec les cris d'écolocation, on peut identifier l'espèce, mais des fois, il peut y avoir des petites erreurs. Donc, avec certitude, c'est pas tous des. Comment je dirais ça? Il faut vraiment être spécialiste pour l'identification des cris. Donc, on met toujours une petite bémol jusqu'à temps qu'on ait des spécimens de trouver. Alors, on peut voir, par exemple, que la pipistrelle de l'Est et la chauve-souris pygmée de l'Est, ce sont des espèces qui sont vraiment plus au sud. Vous ne les avez pas dans vos régions comparativement aux 3 autres. Du côté des chauves-souris migratrices, on voit que bon, l'horaire de répartition est quand même au sud, un peu au nord aussi, tout dépendamment de l'espèce. Mais vous voyez, bon, la chauve-souris rousse, on l'a retrouvée en Gaspésie, mais la cendrée, l'argentée, il n'y a pas l'aire de répartition n'est pas colorée dans la péninsule, mais ça ne veut pas dire que l'espèce n'est pas présente. Parce qu'il faut dire que ça, c'est basé sur des cris d'écolocation, de la capture, mais on dit toujours, c'est pas parce que, on a toujours la prémisse d'abord, c'est pas parce qu'on a on ne l'a pas trouvé qu'elle n'est pas là. C'est simplement qu'on ne s'est pas donné à. On n'a pas des routes d'écoute partout. C'est vraiment très sporadique. C'est pour ça, donc, ça pourrait arriver qu'elle est présente, mais qu'on ne l'ait tout simplement pas vue ou entendue. Comme je disais tout à l'heure, toutes les 8 espèces qu'on a ici, ils sont insectivores. Une chauve-souris peut consommer jusqu'à 1000 insectes à l'heure. Ils ont un rôle quand même très important. Elles se nourrissent oui, de diptères, mais beaucoup de papillons, de coléoptères, d'éphémères. Elles vont utiliser beaucoup les masses d'insectes qui sont en émergence près des cours d'eau. Donc, elles ont quand même un rôle très, très important dans l'écosystème. C'est important de mentionner, la chauve-souris, c'est le seul mammifère capable de voler. Souvent, les gens disent: «Oui, mais l'écureuil volant, il fait juste il plane, il ne vole pas». Les chauves-souris, ils ont vraiment l'aile développée pour voler. Puis quand on regarde comme il faut, c'est les mêmes os. Et si on prend notre main et on la vire à l'envers, ça fait vraiment une main de chauve-souris. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça. Puis la petite membrane qui sont de leur queue, c'est très, très, très mince, c'est très, très fragile. Mais c'est le seul mammifère capable de voler. Les chauves-souris ont une très bonne vision. Contrairement à ce que l'on peut penser, on entend souvent dire qu'elles sont aveugles et ce n'est pas vrai. Mais
tout comme nous, dans le noir, on ne voit pas très bien, mais les chauves-souris, c'est la même chose. À ce moment-là, elles vont utiliser l'écholocation pour se diriger dans l'obscurité, identifier les objets qui sont autour d'elles, localiser les proies, la vitesse de déplacement des proies également. Elles sont capables de faire ça. Elles vont produire avec leur cordes vocale des cris inaudibles. Pour certains, à vrai dire, la chauve-souris cendrée qui a certaines fois que l'homme peut entendre ces cris, sinon les autres espèces, c'est trop élevé, on ne peut pas l'entendre. Et ses oreilles, donc, elle va crier, l'écholocation va revenir, ça va lui permettre avec ses oreilles, elle va capter l'écholocation et de vraiment localiser l'insecte qui est en avant d'elle. Elle peut détecter un cheveu, elles sont très, très, très précises, c'est surprenant. Moi, j'ai déjà fait un décompte à une maternité que je ne connaissais pas. Je me suis installée dans leur champ de sortie. Donc, quand elle sortait, là, je ne bougeais pas, mais ça en est direct vers moi, puis elle me passait à chaque côté de la tête. Il me détectait, je voyais qu'il me détectait à la dernière minute, mais ils ne m'ont pas touché. Ils frôlaient, puis ils passaient à côté. Il n'y a pas de danger. C'est très impressionnant. Comme je disais tout à l'heure, l'écholocation, ça nous permet d'identifier les cris. On les enregistre avec un appareil. Ici, vous avez un Anabat, qui est un appareil que l'on pointe vers le ciel et on enregistre les cris. Puis l'appareil nous permet on les entend. C'est audible quand on l'enregistre. Par la suite, on met ça à l'ordinateur et tout dépendamment des longueurs d'onde et de la forme des cris, on est capable d'identifier si c'est une chauve-souris cendrique qui est aux alentours de 20 MHz, alors que la chauve-souris rousse est beaucoup plus élevée. Puis ce qui est intéressant aussi par rapport aux cris, c'est que quand la chauve-souris détecte un insecte, elle va lancer des cris plus rapides. Et on appelle ça des zips d'alimentation. Sur les séquences que l'on a, on entend, ça fait zzzz, puis après ça, là, quand il y a le zip, on n'entend plus rien, c'est parce que là, elle a attrapé l'insecte, elle est en train de le manger, puis elle continue, elle continue son vol. Mais c'est vraiment très caractéristique. Donc, à partir des cris, ça nous permet d'identifier l'espèce. Maintenant, je vais vous parler du cycle de vie des chauves-souris. C'est quand même assez intéressant puis assez complexe. Donc, les chauves-souris, le printemps, comme présentement, les espèces qui sont résidentes, ils sortent de torpeur, ils vont commencer à s'activer, à sortir, ils vont sortir des sites d'hibernation, ils vont aller s'alimenter et ils se déplacent vers les sites de colonies, les endroits où elles vont s'installer pour avoir des petits. C'est à ce moment-là également, tout dépendamment de la condition corporelle de la femelle, que la femelle va ovuler et que le début de la gestation va commencer. C'est la même chose, la gestation et la fécondation et la gestation, c'est la même chose qui se produit chez les espèces migratrices, mais elles vont quitter le sud pour revenir ici au Québec et les chauves-souris sont fidèles à leur site de maternité. C'est-à-dire qu'année après année, elles vont retourner à la même place. Normalement, ils ont 2 ou 3 endroits qui vont aller, mais normalement, ils ont un endroit où ils s'installent, puis il y en a un autre, comme on peut dire, alternatif au cas où ils soient dérangés. Durant l'été, c'est la période où les femelles sont regroupées dans ce qu'on appelle des colonies. Elles vont mettre bas et elles vont prendre soin de leurs petits. Les femelles ont un petit par année du côté des résidentes, mais pour les espèces migratrices, c'est un peu différent. Elles sont solitaires, c'est-à-dire qu'elles vont s'installer dans le feuillage des arbres. Les arbres aussi sont l'arbre ou le bosquet d'arbres, elles sont fidèles, elles vont toujours dans les mêmes secteurs. Et les espèces migratrices peuvent avoir de 2 à 4 petits selon l'espèce. Mais ce n'est pas comme des souris, ça ne peut pas rapidement, c'est très, très long. Rendu à l'automne, les espèces migratrices et résidentes vont retourner vers les sites d'hibernation. Donc, elles migrent encore une fois, elles vont se déplacer et c'est la période d'accouplement. Donc, elles vont demeurer autour des sites d'hibernation, elles vont s'alimenter dans ces secteurs-là, elles vont s'accoupler et jusqu'à temps que les froids commencent. Donc, si on a un automne tardif, ben, ça se peut que si en novembre, il fait encore beau, ben, vous allez encore voir des chauves-souris. Sauf que si ça arrive qu'à la mi-octobre,
il fait froid, on gèle, il y a déjà de la neige, mais les chauves-souris sont déjà en hibernation, on n'en voit plus. Donc, c'est très variable d'une année à l'autre, mais c'est certain que les chauves-souris, dès qu'il ne fait pas froid, elles continuent de profiter des insectes qui sont présents. Durant l'hiver, ça, c'est la période d'hibernation. C'est vraiment la vie au ralenti. Les chauves-souris tombent dans une torpeur profonde. Ça, c'est nos espèces résidentes parce que les espèces migratrices, elles, vont s'en aller dans le sud et certaines vont tomber en torpeur, mais pas aussi profondément. Et elles ne vont pas non plus nécessairement dans des cavernes. Elles peuvent s'installer dans des arbres. Donc, mais la torpeur est très différente d'ici. Alors, celles qui demeurent ici, elles sont dans des grottes, dans des cavernes ou dans des mines abandonnées. Elles rentrent en torpeur très, très profonde. Normalement, une chauve-souris au repos, c'est 300 battements de cœur. Là, ça va descendre entre 10 et 25 battements de cœur. La température du corps va devenir à la température de la grotte. Donc, ça peut être 3, 4, 5 degrés. Et le système immunitaire est complètement arrêté. C'est vraiment un arrêt complet. C'est vraiment en torpeur. Ça prend 2, 3 heures avant qu'elles soient capables de remettre leur métabolisme en fonction et qu'elles se réveillent. Donc, c'est très, très demandant pour une chauve-souris qui est en torpeur de se réveiller. Pour chacun de ces périodes de cycle de vie-là, ben, les chauves-souris ont besoin de différents types d'habitats. Alors, on va regarder ces habitats qu'elles ont besoin. L'habitat d'hiver pour les résidentes, ben, comme je disais, c'est des mines, des grottes, des cavernes. Ce qui est important pour elles, c'est ça, c'est des taux d'humidité élevés. Ça prend une température stable qui est au-dessus du point de congélation parce que si l'endroit où elles sont gèle, ben, comme la chauve-souris a arrêté son métabolisme quasiment, ben, elle n'est pas capable de se réchauffer, elle va mourir gelée s'il vient un coup de froid à l'intérieur. Donc, il faut vraiment qu'elle soit dans un endroit qui a une température très stable. L'humidité est essentielle. Quand elle se réveille, normalement, elle se réveille une fois par mois. Elle va uriner et elle va s'abreuver après des petites gouttelettes d'humidité, puis elle va se rendormir. Donc, l'humidité est très importante. L'été, là, on a besoin d'endroits pour les colonies de maternité. Ce sont des endroits, contrairement aux cavernes, des endroits qui sont secs et très chauds. Les femelles vont vraiment rechercher ça pour avoir une meilleure gestation, puis meilleure montée de lait également. Et le développement du petit se fait plus rapidement. Donc, on retrouve les maternités dans des greniers, dans des entretoits, dans certains dortoirs ou différents bâtiments. Ils peuvent être aussi dans les arbres, dans les trous de pic quand on a un endroit qui est bien exposé, où la chaleur peut s'accumuler. C'est des endroits qui sont très favorables pour les chauves-souris. Dans les sites estivaux, qui sont essentiels également, c'est les endroits où ce que la chauve-souris peut se reposer. Ces endroits-là, de jour, ils sont essentiels pour les mâles ou pour les femelles qui sont non gestantes parce que ça lui prend des endroits pour s'arrêter, se reposer parce que le jour, elles vont être en torpeur pour se reposer. On appelle ça dormir, mais c'est comme un sommeil léger. Mais également, elles doivent se protéger de la prédation. Donc, ce sont des endroits, en dessous de l'écorce, des trous de pic. Donc, c'est tous des endroits qui sont vraiment essentiels. Et elles les utilisent aussi la nuit lorsqu'elles sortent pour s'alimenter, elles vont pas nécessairement, même celles qui ont des colonies, elles vont s'alimenter. Puis, même si elle a des petits, elle va peut-être arrêter à un endroit, prendre un petit moment d'arrêt et après ça repartir. Donc, c'est des endroits qui sont sécuritaires pour elle. Elle ne s'arrêtera pas n'importe où. Donc, ces endroits de repos-là sont importants. Il y a les sites d'alimentation qui sont très variés parce que, en fin de compte, la chauve-souris, elle va s'alimenter où il y a des insectes. Évidemment, les milieux humides vont produire, si on peut dire, il va y avoir des mannes d'insectes qui vont apparaître périodiquement selon les développements des insectes près des marais.
des cours d'eau, les lampadaires. La lumière des lampadaires va attirer également, on voit souvent, ou on voyait souvent des chauves-souris s'alimenter près des lampadaires. Mais les forêts permettent également de soit à l'orée, en bordure ou à l'intérieur. Il y a production d'insectes, donc c'est intéressant pour elles de s'alimenter dans ces endroits-là. Les clairières également sont des endroits où ce que les insectes sont quand même assez présents. Les chauves-souris font face à plusieurs menaces. On peut penser au syndrome du museau blanc, qui est arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps. Les pertes d'habitat font également partie de menaces. Le développement éolien, évidemment les prédateurs. L'application de pesticides peut avoir des effets, un impact sur les chauves-souris et l'être humain. Je vais vous parler un petit peu de chacune de ces menaces-là sans aller trop loin. Le syndrome du museau blanc. Le syndrome, c'est une infection qui est causée par un champignon qui est détectiveur. C'est un champignon qui a été introduit dans l'État de New York. Mais le champignon, lui, il ne s'en prend pas aux chauves-souris, c'est vraiment un champignon détritivore qui se développe dans les mêmes conditions de température et d'humidité que la chauve-souris a besoin pour hiberner. Ce qui fait que le champignon se développe sur la paroi de la grotte et va finir comme la chauve-souris à la même température que l'environnante. Le champignon ne fait pas de différence. Il se développe également sur les parties qui n'ont pas de poils, donc le nez, les pattes et les pattes et les ailes. Et ce champignon-là, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provoquer des réveils. C'est comme des démangeaisons, donc il va causer des réveils. Comme je disais tout à l'heure, la chauve-souris se réveille une fois par mois, mais là, avec le champignon, ben, les réveils sont plus fréquents, ce qui fait que la chauve-souris va épuiser ses réserves de graisse avant la fin de l'hiver et elle va finir par mourir affamée parce qu'évidemment, durant l'hiver, il n'y a pas d'insectes. Et, ou bien déshydratés ou gelés parce qu'elle va sortir à l'extérieur, mais comme c'est l'hiver, ben, elle va finir par mourir. Ce qui est arrivé dans les années 2010 ou 2010 au Québec. Donc, ce déclin de plus de 90 des chauves-souris qui est arrivé chez les chauves-souris cavernicoles. Donc, c'est plus de 6 millions de chauves-souris qui sont mortes en. Puis là, c'est encore plus que ça parce que là, c'est au tout début qu'on a évalué ça. Mais maintenant, la propagation est beaucoup plus large en Amérique. Vous avez ici la carte qui date de 2022, juillet 2022. Donc, comme je vous disais, le syndrome du museau blanc, le champignon, a été introduit dans l'État de New York en 2006. Par la suite, il s'est rapidement propagé. Il est arrivé au Québec. La découverte des premiers cas de chauves-souris mortes dans nos hibernacles a été découvert en 2010. Par la suite, le champignon a continué sa propagation. Les premiers cas dans l'Ouest, on se demandait quand est-ce qu'elle a atteint l'Ouest, mais le premier cas est arrivé dans l'État de Washington en 2015-2016. Et ça se poursuit en 2017-18 et cette année, un nouveau canton, si on peut dire, au Manitoba. La propagation du champignon se fait par la promiscuité des individus parce que quand elles hibernent, les chauves-souris, elles se tiennent ensemble en grappe, ce qui fait que ben, s'il y en a une qui est contaminée, va contaminer les autres. Et il y a aussi des activités humaines qui ont un effet sur la propagation quand les gens vont rentrer dans les hibernacles ou l'aspect biologique qui vont d'un site à l'autre sans décontaminer leur équipement. Et entre autres, dans l'État de Washington, on suspecte justement des campeurs qui auraient amené une chauve-souris qui aurait été infectée dans le secteur. Et c'est comme ça que la contamination aurait été faite dans ces États. Pour vous montrer un exemple, vous avez ici une photo de ce qu'on peut retrouver dans un hibernacle lorsqu'on va faire un tour. Ça peut être
un hécatombe comme ça, vous avez des décomptes avant ça, on rentrait dans les sites d'hibernation, on faisait des décomptes et à la mine Pipistrelle, on avait plus de 5000 chauves-souris quand même à cet endroit-là. Et suite à l'arrivée du syndrome, bien, il n'en restait plus que 8. Et après ça, ben, c'est jamais revenu. Ça va prendre un petit par année. Vous comprendrez que ça va prendre du temps avant qu'on retrouve des populations comme on avait avant. Donc, c'est quand même un déclin majeur. Dans l'autre menace, les pertes d'habitat, bien sûr, le développement résidentiel, l'agriculture intensive et l'exploitation forestière, ces pertes d'habitat-là, ce qui occasionne le plus, c'est un déplacement des chauves-souris vers les bâtiments. En fait, les chauves-souris n'ont plus d'abri, ils n'ont plus d'endroit pour établir leur colonie. Elles n'ont d'autre choix que de se tourner vers les bâtiments. Et puis, on peut facilement comprendre aussi que la présence d'insectes est beaucoup moins dans ces milieux-là. Pour le développement éolien, ben, la mortalité est associée à deux choses. La première, c'est les collisions avec les palmes ou à un phénomène qu'on appelle le barotraumatisme. En fait, ce sont des hémorragies qui sont causées par la différence de pression près des palmes. Les chauves-souris passent, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas capables de détecter la chute de pression ni les palmes. Et soit qu'elle les frappe, ou soit quand elle arrive à côté, ça cause des hémorragies et elles tombent au sol, puis elles vont finir par mourir d'hémorragie. Donc, il y a des études qui sont faites là-dessus. Les pesticides également peuvent avoir un effet. Elles sont susceptibles d'être affectées par les arrosages contre les insectes ravageurs parce que, en fait, l'effet est indirect. Les chauves-souris mangent les insectes, alors évidemment qu'elles vont ingurgiter les insectes qui ont été traités. Les molécules chimiques des produits ce qui arrive, c'est qu'ils vont s'accumuler dans les tissus adipeux. Puis ça reste tout le temps, tout le long de leur vie. Et ces particules-là sont relâchées dans le système lors de périodes de stress, entre autres lors de la gestation, l'alimentation, lors des migrations, l'hibernation. Et tout ça fait que ça affecte les chauves-souris et ça peut causer leur mortalité. Les chauves-souris font face à quand même plusieurs prédateurs. Les ratons laveurs adorent entrer les sites d'hibernation. Puis évidemment, les chauves-souris sont présentes, mais très facilement accessibles. Tous les oiseaux de proie, ils doivent faire attention. Les corneilles également. J'ai déjà vu une corneille s'en prendre à une chauve-souris. Ils sont très voraces, les corneilles, puis ils ne lâchent pas facilement leur proie. Les moufettes, c'est la même chose. Un fabuleux prédateur, le chat domestique. Faites vacciner vos chats contre la rage. C'est ce que vous voyez à côté, là, c'est un chat qui a attaqué une colonie, mais c'est ça. Les chauves-souris sont quand même facilement accessibles, puis quand elles sont au sol, elles le sont encore plus. Et l'être humain, évidemment, il y a tellement de mythes qui existent sur les chauves-souris que ça prend dans les cheveux, qu'elles vont nous attaquer. Il y a de tout. Et les gens en ont peur pour. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, elles ne sont pas si méchantes que ça. Alors, les chauves-souris sont-elles dangereuses? Eh bien, non. Ce sont des animaux qui sont inoffensifs, mais elles peuvent être porteurs du virus de la rage. Donc, c'est important de faire attention aux chauves-souris. Ils ne sont pas dangereuses si on ne les touche pas. La rage, c'est une maladie mortelle, mais chez les chauves-souris, ce n'est pas une rage comme on pense, comme on peut voir avec les chiens qui attaquent tout le monde. C'est une rage qui est paralytique. En fait, l'animal n'est plus capable de voler. Il se retrouve au sol, il est désorienté, il va crier, il va trembler. euh, des fois, il peut avoir un comportement agressif parce qu'il veut mordre. Bon, et comme je disais, il crie, mais des fois, il n'y a pas de signe clinique. La chauve-souris, vous la regardez, elle est au sol, elle ne vole pas, mais elle semble toute gentille, toute fine. Donc, il faut vraiment faire attention. Une chauve-souris, normalement, une chauve-souris au sol, on n'y touche pas. De base, là,
Et en milieu naturel, c'est moins de 1 des chauves-souris qui sont analysées qui sont rabiques. Quand on regarde, si on regardait les statistiques au niveau de la santé publique, le pourcentage est plus élevé, mais c'est normal parce que c'est des chauves-souris qui sont trouvées au sol, que les humains trouvent au sol, qu'on amène puis qu'on fait analyser. À ce moment-là, c'est normal que qu'est-ce qu'on trouve et qu'on analyse est plus élevé. Mais normalement, si on prend dans la nature, c'est moins de 1. Il y a des précautions à prendre. Donc, quand on trouve une chauve-souris ou quand on en a une qu'on veut sortir de la maison, ben, c'est important de ne pas manipuler ou de toucher à une chauve-souris les mains nues. C'est ça la première chose. Il faut toujours porter des gants épais et capturer de façon sécuritaire, c'est-à-dire des gants, des manches longues, un contenant qu'on met par-dessus, un carton en dessous, et par la suite, on ferme le contenant et on va la remettre à l'extérieur. C'est important de ne pas avoir de contact avec la chauve-souris. S'il y a un contact, si jamais on doute, alors là, on lave les mains à l'eau, du savon, on communique avec Info Santé. Et si la chauve-souris peut être capturée, ben, on peut la capturer de façon sécuritaire pour, au cas où la santé publique demande de faire analyser la chauve-souris. Donc, c'est des mesures, mais si on ne touche pas, on met des gants, normalement, il n'y a pas de problème. Souvent, les gens parlent aussi de l'histoplasmose. L'histoplasmose, c'est une maladie qui est causée par l'inhalation de spores de champignons. C'est un champignon qui se développe dans les fesses d'oiseaux ou de chauves-souris. Puis ça se développe seulement quand il y a des grandes accumulations de guano. Puis, si le guano reste comme ça, puis que personne n'y touche, il n'y a pas de problème. C'est quand les gens viennent pour nettoyer. Là, à ce moment-là, ben, ils vont prendre une pelle, puis là, ils vont faire de la poussière et tout ça. C'est là que les champignons vont s'incorporer dans la poussière, les spores de champignons. Les gens vont respirer ça et c'est là qu'on commence à avoir on risque d'être infecté par le champignon. Donc, de façon générale, les risques sont faibles. Il y a un cas au Québec, c'est arrivé à des gars de la construction. Ils étaient en train de défaire un mur. Le mur c'est comme de briques, c'est comme affaissé. Ça a soulevé une poussière. Il y avait du guano de chauve-souris. Et les gars ils ont été contaminés de cette manière-là, mais comme ils le savaient, ils sont allés voir les médecins. C'est des antibiotiques. L'histoplasmose, ça peut être aucun symptôme. Ça peut être comme une grippe ou ça peut causer d'autres problématiques, mais de façon générale, on n'a pas de problème. On a un cas au Québec. Puis, pour éviter la contamination, il s'agit simplement d'humidifier le guano avant de l'enlever. Il ne faut pas l'hyper mouiller, mais simplement humidifier pour ne pas faire de poussière, puis après ça, on l'enlève. Et c'est sûr que quand on fait ça, ben, il faut porter un gant, un masque, des lunettes et des vêtements longs pour être sûr de ne pas se contaminer. Mais tant qu'on ne touche pas au guano, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas les chauves-souris qui transportent. C'est pas la chauve-souris qui transporte l'histoplasmose, c'est un champignon qui se développe à l'intérieur dans le guano accumulé. Voilà. Alors, on serait déjà rendu à cette question pour cette première partie. J'aurais peut-être une petite question. Vous avez parlé, l'écholocation, l'appareil pour mesurer ou détecter des chauves-souris. Est-ce que ça a une capacité d'une grande distance ou il faut être quand même à proximité là, d'individus pour pouvoir les repérer? Je ne pourrais pas vous dire exactement la distance, mais ça capte quand même à une très bonne distance, là. Parce qu'en fait, on les entend de loin, l'écholocation. Là, tant que la chauve-souris, elle émet dans notre direction, oui, on peut le capter là, sans problème. Mais il faudrait que je regarde, puis ça va dépendre des appareils également. Là. Mais oui, on peut. Il ne faut pas être collé après la chauve-souris. OK. Ça peut passer très loin. Donc, enfin, une deuxième question. Bon, le champignon qui cause le museau blanc, il a été détecté dans la région de New York. Est-ce que c'est un champignon qui était là, qui a toujours été là, mais on l'a identifié pour la première fois ou comment il peut arriver là? Puis, Oui, en fait, l'histoire de ce champignon-là, c'est des gens qui sont allés faire de la spéléologie. Ils ont visité une grotte en Europe.
Puis, quand ils sont revenus aux États-Unis, ils sont allés visiter une autre grotte aux États-Unis sans décontaminer leurs bottes. Et le champignon, les chauves-souris en Europe vivent, cohabitent avec ce champignon-là depuis des années. Donc, elles sont habituées de combattre le champignon. Nos chauves-souris, le champignon est arrivé ici, c'est un exotique. Nous, nos chauves-souris ne sont pas habitués. Ils sont en torpeur très profonde. La différence un peu, c'est que l'hibernation en Europe, chez les chauves-souris sont plus grosses. Leur torpeur est moins profonde. Leur système immunitaire n'est pas complètement arrêté. Donc, ce qui fait, puis les températures sont moins basses, si la période d'hibernation est moins longue. Donc, c'est beaucoup plus favorable pour elles. Ils sont capables de combattre le champignon. Nous, ici, nos chauves-souris, avec un système immunitaire complètement arrêté, elles ne peuvent pas combattre ce champignon-là qui se développe sur leur peau. C'est sûr que quand on compare, il y a des études qui ont été réalisées et qui comparent le microbiome, dont les micro-organismes sur la fourrure des chauves-souris du Québec qui ont été en contact avec le champignon et celles qui sont à l'ouest du Canada où il n'y a pas encore eu de champignons, le microbiome est très différent. Donc, on voit déjà que les chauves-souris, qu'il y a une adaptation qui s'est faite dans les micro-organismes du poil. Mais c'est sûr qu'avec on rétablisse les populations comme c'était avant, ça va prendre du temps. Mais c'est comme ça que le champignon est arrivé ici et il s'est propagé quand même très rapidement en suivant le déplacement des chauves-souris qui était plus nord-sud que est-ouest. Là, on voit avec la propagation sur la carte. Merci. Bienvenue. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Vous pouvez poursuivre. Parfait. Donc, les méthodes de détection et de suivi. Il y a quand même plusieurs choses que l'on fait pour suivre nos populations. Je vais vous parler un peu de chacun d'eux. Si vous avez des questions, vous pourrez me le dire. Donc, on a un réseau de suivi acoustique qu'on appelle le KIROPS, le réseau de suivi des colonies de maternité, le programme de protection des sites d'hibernation, le suivi de ces sites d'hibernation-là. On a une équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec. On a des refuges hivernaux et des projets de recherche. Le réseau de suivi acoustique KIROP, c'est en place depuis l'année 2000. En fait, ce sont des routes d'écoute que l'on fait en voiture, en se déplaçant toujours à la même vitesse avec l'appareil que vous voyez ici à l'extérieur. Et pendant tout le parcours, on enregistre les cris de chauves-souris que l'on peut entendre. Alors, on a 16 routes d'écoute dans toutes les régions du Québec. C'est quand même assez bien réparti et assez intéressant. Ça nous donne des résultats au niveau du Québec. Vous voyez les différentes espèces ici. La zone grise ici, c'est l'apparition au Québec du syndrome du museau blanc. Comme vous pouvez voir, il y a des variations interannuelles chez les chauves-souris. Il y a des bonnes variations. Et on peut voir qu'à partir de 2010, eh bien, le complexe myotis, qui sont les trois espèces, parce que le complexe myotis, c'est la chauve-souris nordique, la petite chauve-souris brune et la pipistrelle de l'Est. Leurs cris sont très, très, très proches et très, très difficilement, on n'est pas encore capable de les différencier. Alors, c'est pour ça qu'on les regroupe dans un complexe. Alors, vous voyez qu'à partir de 2010, le complexe de ces espèces cavernicoles a diminué énormément au Québec. Ce sont celles qui ont été le plus affectées par le syndrome. Pour la grande brune, également un peu une chute. Mais la grande brune nous joue un peu des tours parce qu'elle hiberne aussi dans les maisons, ce qui fait qu'il y a quand même une portion de population qui ne sont pas autant affectées par le syndrome. Si on regarde les mêmes états de population des chauves-souris par les données du KIROP. Pour la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la route d'écoute est située à Sainte-Anne, près de Sainte-Anne-des-Monts. On appelle Tourelle. Et ce que ça nous donne comme aperçu, c'est que, bon, oui, il y a moins de chauves-souris, évidemment, qu'au niveau du Québec, mais vous voyez que
Au Québec, en 2010, les premiers cas de syndrome du museau blanc sont apparus, mais dans votre région, c'est en 2015 que l'on a vu des premiers cas de chauves-souris, c'est-à-dire qu'on a trouvé des chauves-souris sur lesquelles on a pu prendre un échantillon et qu'on a détecté du syndrome. Mais quand même, on voyait que déjà en 2013, les myotis ont diminué, puis qu'après 2013, il y a plus on n'en a plus dans nos données. En 2014, il n'y a rien parce que la route, on n'a pas pu faire la route. Je pense qu'il y avait eu un bruit d'aqueduc ou quelque chose, mais on n'avait pas pu faire la route d'écoute. Alors, ça vous donne un aperçu des espèces que vous pouvez avoir. C'est sûr qu'il y a de la cendrée et de la grande brune, puis normalement, vous devriez aussi avoir euh, des myotis. On a dans le réseau de suivi des colonies de maternité, on a plusieurs maternités que l'on suit année après année. C'est-à-dire qu'on se déplace, on va voir, on fait des décomptes 2 fois, parfois 3 fois par année. Ça nous permet d'avoir une idée du recrutement et de voir comment vont nos populations de chauves-souris. Avant ça, avant le syndrome, on pouvait aller voir dans les hibernacs, mais maintenant, on ne peut plus. On n'ose plus rentrer parce qu'on ne veut pas contaminer ou se déplacer le champignon. Donc, on se concentre plus sur les maternités. Il y en a à dans on en a partout au Québec. Si on regarde celle du domaine Joly de Lobinière, qui est très, très réputée, on a fait à cet endroit-là, vous pouvez voir qu'en 2009, il y avait 1500 chauves-souris. Et puis, après 2010, elle a baissé. Maintenant, on en est à peu près une trentaine. Quand 50, 60, c'est des bonnes années. Donc, c'est quand même, il y a eu un bon déclin. Au domaine Joly de Lobinière, on a une belle collaboration avec les propriétaires, les responsables du site. Il y a eu des reportages de faits à cet endroit-là. On a fait des études ici à l'intérieur de la maternité pour savoir quand est-ce que les chauves-souris sortent, où elles se situent, quand est-ce qu'elles commencent à s'activer avant de finalement sortir à l'extérieur. Donc, il y a plein de projets de suivi qui sont faits. Il y a des captures qui sont faites également pour des projets de recherche à cet endroit-là. On a également développé un site Internet pour suivre les chauves-souris. Bon, parce qu'on ne peut pas être partout. Le Québec, c'est grand. C'est même très grand. Donc, le Chauve-souris aux abris est un site qu'on a conçu à la base pour que les gens puissent fournir de l'information aux gens parce qu'on avait plein de gens qui nous appelaient pour avoir de l'information. Et en même temps, en plus de répondre, on demandait aux gens de nous dire où est-ce qu'il y avait des chauves-souris, où ils connaissaient des sites pour que nous, on puisse y aller, confirmer et faire des décomptes et suivre nos chauves-souris. Donc, c'est en 2015 que ça a commencé et qu'on a eu l'idée du site. Et puis, rapidement, d'autres provinces se sont joints et maintenant, le Chauves-souris aux abris est pan-canadien depuis 2017. Donc, toutes les informations qui sont à l'intérieur sont valides pour l'ensemble du Canada. Et c'est vraiment un suivi fait par les citoyens. Les décomptes sont faits, certains décomptes sont faits par les citoyens, d'autres sont faits par nous, le ministère, ou d'autres organismes qui travaillent avec nous. Chaque petite cabane que vous voyez, les jaunes, ce sont celles où il y a eu des décomptes de réaliser et les autres, les vertes, c'est celles où il n'y a pas de décompte. Donc, mais on sait qu'il y a une maternité à cet endroit-là. Présentement, on a 919 colonies d'enregistrées. Il y a 649 observations de chauves-souris en vol. C'est important également de savoir où elles sont. Les gens, ça permet aux gens de collaborer et d'avoir une implication dans le suivi des chauves-souris. On a aussi un programme de protection des sites d'hibernation. Le but de ce programme-là, c'était d'éviter que les chauves-souris soient dérangées pendant leur période d'hibernation et également de protéger ces sites-là, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'entrer. Présentement, nous avons, depuis 1994, on a 16 sites de protégés dans 10 régions. On a le site Candigo en Gaspésie ou Saint-Fabien dans le coin de Rimouski, qui sont anciennes mines. Ce que l'on fait à ces endroits-là, en fait, c'est qu'on va installer une grille. Comme ça, vous avez un exemple, ou un ponceau avec une grille. Ça permet aux chauves-souris
de continuer à circuler, mais les gens ne peuvent plus entrer à l'intérieur pour aller déranger les chauves-souris ou des fois aller tout simplement parce que des fois, les gens vont là pour faire de la spéléologie, mais ce n'est pas des endroits qui sont nécessairement sécuritaires. Donc, on installe ces mécanismes-là, ces aménagements-là. Il y a aussi à différents sites d'hibernation un suivi qui est réalisé dans le cadre du syndrome du museau blanc. Ça permet, ici vous avez un exemple sur 26 hibernacles de connus. Il y en a qui avaient déjà des décomptes avant que le syndrome arrive, puis après, puis en même temps, ben, on a pris des échantillons pour voir si la propagation du champignon, comment ça se propageait au Québec d'un endroit à l'autre, parce que dans chacune des régions, ce n'est pas arrivé au même moment. Donc, on réalise, puis encore, on met des appareils également à la sortie des hibernacles pour voir s'il y a des chauves-souris qui sont de retour, parce qu'il y a des endroits qui n'y en a plus. Donc, on veut savoir quand est-ce qu'ils vont en avoir de retour, quelle espèce est de retour, etc. Donc, il y a un suivi qui se fait de cette façon. Nous avons une équipe de rétablissement des chauves-souris qui a été mise en place. Les membres font partie soit de ministères ou d'organismes fédéraux et provinciaux, d'organismes à but non lucratif et de différents experts de firmes privées ou des experts indépendants qui sont intéressés à la cause des chauves-souris. Le rôle de l'équipe de rétablissement, c'est de faire connaître la situation des chauves-souris à tous, d'établir des priorités de recherche et d'action, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites par tout le monde de tous bords, de tous côtés, mais si on veut qu'on réalise des choses concrètes, on essaie de focusser tout le monde dans la même direction. De rédiger des plans de rétablissement. Il y en a un qui a été fait pour les 3 espèces de chauves-souris résidentes et un autre sur la chauve-souris rousse. Sensibiliser les acteurs clés puis la population, des acteurs clés comme vous, comme la gestion parasitaire, les gens de la construction. Il y a différents niveaux de personnes euh, à qui qu'on veut sensibiliser puis voir comment on peut travailler avec eux. Fournir de l'information au gouvernement, puis supporter également les actions de conservation qui sont réalisées par les organismes qui vont faire des fiches d'information ou de l'intendance, différentes choses comme ça. On est vraiment là pour outiller les gens et les informer. Euh, Également, on a une équipe de rétablissement pour protéger les chauves-souris, mais il y avait une problématique au niveau des gens qui trouvaient des chauves-souris l'hiver dans leur maison. On ne savait pas quoi faire, puis on disait, ben, envoyez-les dehors, mais là, on était sûr qu'en hiver, ils allaient mourir. Donc, on a mis en place des refuges hivernaux pour recueillir les chauves-souris qu'on leur trouve dans les maisons, les habitations. Mais c'est seulement en période hivernale, parce qu'évidemment, on ne peut pas les remettre à l'extérieur. Présentement, on a 3 refuges qui sont disponibles au Québec. Un aux Eaux-de-Granby, au centre d'aide Miss Doolittle qui est sur la rive sud de Québec, et un autre, le centre de réhabilitation, c'est Cropia. Donc, seulement eux ont la possibilité de garder des chauves-souris en hiver parce qu'ils répondent à nos conditions, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui s'en occupent soient vaccinés. On limite également l'accès aux chauves-souris. On ne veut pas qu'elles aient accès à tout le monde. Donc, restreindre, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec d'autres animaux ou dans la même pièce que d'autres animaux. Donc, il y a quand même des règlements. Et ces chauves-souris-là sont gardées dans le torpeur, elles sont nourries tout l'hiver et rendues au printemps, bien, on les relâche pour permettre qu'elles retournent dans la nature et qu'elles puissent aller rejoindre leur colonie. Il y a différents projets de recherche qui sont également réalisés avec des universités. Il y a des projets pour la sélection d'habitats, des projets de télémétrie qui nécessitent la capture, la pose d'émetteurs. Vous avez ici un émetteur, on met une bague aussi à la chauve-souris pour être en mesure de l'identifier si elle revient, ou si on la recapture. Il y a des études qui sont réalisées sur la diète et également sur l'effet des pesticides. Ces deux études-là sont, ces études-là plutôt
sont réalisés en regardant le guano, les contenus du guano, donc en faisant de la génétique. L'utilisation des dortoirs également. Quel modèle de dortoir conserve la chaleur assez pour permettre, être intéressant pour que les chauves-souris les utilisent. La problématique des dortoirs au Québec, en fait, c'est que dans les États-Unis, aux États-Unis, ils peuvent utiliser plein de modèles de dortoirs et ça va fonctionner. Ils vont être colonisés par les chauves-souris. Au Québec, la problématique, c'est que nos nuits sont trop froides. On a des belles journées chaudes, puis le soir, la température devient trop froide, puis les dortoirs ne conservent pas la chaleur. Et c'est ce qui fait qu'ils sont moins intéressants pour nos chauves-souris. Donc, il y a une étude qui a été réalisée pour voir quel modèle, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant et conserver la chaleur. Donc, il y a encore des études qui se font. Et également, on a un projet d'aménagement de dortoirs dans les bâtiments. En fait, les chauves-souris sont déjà présentes dans le bâtiment. Au lieu de les exclure et de fermer, ben, on regarde où elles vont dans le bâtiment et on isole complètement. On fait un faux plancher, un autre plancher. On isole vraiment pour qu'elles n'aient plus accès au reste du bâtiment. Et elles sont restreintes, isolées dans un endroit. Et il est possible pour nous ben, d'entrer, d'aller mettre des thermographes, d'aller récolter du guano. Donc, il y a possibilité d'aller faire des études dans ces endroits-là. On a déjà quelques endroits d'aménager comme ça. Voilà, on est rendu à la deuxième période de questions. J'en ai peut-être une. Oui. Au niveau de vos plans de rétablissement, est-ce que vous observez des résultats? Est-ce que vous voyez des Ben, améliorations? je vous dirais, c'est difficile parce que les chauves-souris, ils n'ont qu'un seul petit, un ou deux petits par année. Hmm. Donc, c'est vraiment pas évident. Ça va être sur vraiment longue haleine avec, on voit vraiment un rétablissement. Ce que l'on remarque, c'est que dans la région de l'Outaouais, dans certains hibernacles, certains endroits, on dirait que le nombre a une tendance à augmenter dans nous. Mais est-ce qu'on est prêt? On n'est pas prêt à dire que ouais, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est fantastique. Mais il y aurait quand même une tendance. Mais c'est peut-être pas nécessairement significatif parce que ça commence. Il n'y a pas d'analyse de fait, là, mais le nombre a tendance à être un petit peu plus élevé. Mais on ne peut pas conclure à quelque chose. OK. Les efforts sont là quand même. Puis, Oui. les chauves-souris qui ont passé l'hiver aux eaux de Granby, euh, est-ce que ces chauves-souris-là, lorsqu'elles sont relâchées, elles sont relâchées dans le même environnement d'où elles viennent? Ou Pas que. nécess- Oui, c'est une bonne question. Pas nécessairement. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est sûr qu'elles sont relâchées comme aux zoo de Granby. Eux autres, ils ont des chauves-souris qui viennent de l'Estrie. Il y en a d'autres qui proviennent de la région de Montréal. On trouve un endroit, celles qui viennent de Montréal sont toutes relâchées au même endroit. Puis celles qui viennent de l'Estrie au même endroit également. Il faut penser que les chauves-souris ils ont une capacité de vol incroyable. Donc, elles vont facilement retourner et retrouver facilement avec leur orientation là, l'endroit d'où elles proviennent. Donc, il n'y a pas de problème, mais elles sont relâchées quand même dans un secteur qui est plus proche d'où elles proviennent. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ben, ça va bien, on peut Ah, poursuivre. parfait. Aménager, favoriser les Je pense qu'il y avait chauves-souris. quelqu'un, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une question, Oui, quelqu'un a la main levée. Robert Robitaille, je crois. OK, ben, vas-y, Robert. Désolé, j'ai pas vu, mais vas-y, Robert. Oui, j'ai eu à consulter pour mon travail une étude d'impact sur un projet éolien dans le territoire non organisé derrière Pointe-à-la-Croix. C'est la suite d'un autre projet qui avait déjà été fait. Puis ces projets-là ont à faire un suivi environnemental
dont entre autres de dénombrer les mortalités de chauves-souris. Puis dans l'étude d'impact sur la suite du projet, il rapporte les données de suivi des mortalités de chauves-souris pour la première phase du projet qui est déjà réalisé depuis 2015, je pense. Puis il rapporte que pour ces éoliennes-là, les taux de mortalité sont beaucoup plus faibles que ce qu'on voit en général dans les éoliennes. Puis il explique ça par l'emplacement des éoliennes qui ne sont pas dans un endroit qui est très favorable aux chauves-souris. C'est sur les dessus de montagnes, de collines. Puis il n'y a pas énormément de milieux humides, là. Fait qu'en tout cas, ça peut varier les mortalités là, selon l'emplacement des éoliennes. C'est l'information qui était disponible sur le site du BAP. Oui, C'est plus un effectivement. commentaire que question. Effectivement, ouais, c'est tout un monde, l'éolien. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de cause, mais il faut penser aussi qu'on est en période de déclin. Donc, il faudrait regarder c'est quoi les espèces qu'ils ont, les carcasses, c'est quoi les espèces qu'ils avaient. Ouais. C'est-tu des migratrices, c'est-tu des résidentes? Mais effectivement, il y a plein de facteurs. Côté éolien, là, c'est vraiment très complexe. Euh, c'est difficile de se prononcer, dire c'est ça la cause et ça. Euh, je ne pourrais pas, mais effectivement, ça peut être le positionnement. Normalement, il doit y avoir eu une étude avant l'implantation pour voir où s'il y avait des chauves-souris, puis après ça, ils implantent, après ça, ils font un suivi, là. Mais Ouais, c'était inscrit dans l'étude d'impact, c'est quoi les espèces, mais je m'en souviens pas, là. OK. Mm. Merci, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue. Oh oui, bon, les champs marins. Est-ce que c'est Roberto ou... Bonjour, Bonjour, Roberto. c'est Roberto. Salut. Salut, ça va bien? Ça va Oui. bien? Salut, Dani aussi, et merci pour l'émission, c'est vraiment intéressant. Euh, J'aimerais savoir s'il y a si vous envisagez de venir aux îles de la Madeleine avec votre appareil radio ou je sais pas quoi pour vérifier ce qu'il y en a, parce que je vais parler à quelqu'un qui est membre d'un club d'ornithologue, c'est ça? Qui étudie les oiseaux, puis tout ça, puis ils n'en ont pas vu. La personne que je vais contacter n'en a pas vu depuis au moins 6 ans. Et puis, je me demande si on reste. Peut-être Robert Robitaille aurait peut-être des nouvelles de ça. Mais je serais curieux de savoir si vous venez. Puis sinon, on peut-tu l'allouer, votre patente? Puis je vais le faire, l'autre de Ouais. En fait, savez-vous, j'en regardé, nous autres non plus, on n'a pas de données sur les îles. On serait intéressé effectivement à savoir. Puis c'est certain qu'avec le déclin, peut-être que, bon, s'il y avait des myotismes, peut-être qu'il n'y en a plus présentement. Mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de chauve-souris. Il y a possibilité d'avoir des prêts. De la nabatte, il faudrait communiquer avec ma collègue pour voir s'il y en a de disponibles. Mais je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à faire d'en installer un, puis de voir comment qu'on pourrait arranger. Mais je serais curieux moi aussi de savoir s'il y en a des chauves-souris. Il y en a eu. Puis je peux vous dire qu'à l'île des Princes-Édouards, à Souris, c'est-à-dire au bout de l'est complètement de l'île des Princes-Édouards, qui est très près de chez nous, il y en a. Il y en a des colonies par là parce que je les ai vues moi-même. OK. Mais pour ici, je ne sais pas. Ben, je pense qu'en tout cas, je ne vois pas pourquoi qu'il n'y en aurait pas. Vous connaissez le secteur, les habitats sont présents. Ben, il y a quelques vieilles bâtisses en délabrement, comme des usines de transformation de poissons, des fumoirs, des affaires de même. Mais il n'y a plus autant de vieilles granges qu'il y en avait avant, puis des affaires de même, tu sais. Oui, ouais, peut-être. Mais n'empêche qu'il y a de la forêt, je pense qu'il y a peut-être des habitats. Ça vaudrait la peine de regarder puis de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, puis de cibler des secteurs et de faire. Il faudrait peut-être regarder un projet de ce côté-là, peut-être avec un organisme, oui. Ben, c'est ça, ouais. Merci. Ben, merci. Est-ce qu'il y a Pas d'autres de- questions? Suivons. Parfait. Aménager ou favoriser les chauves-souris. Alors, on peut se poser la question pourquoi protéger les chauves-souris avant tout? Bien,
ils ont un rôle écologique qui est important, hein. Ça s'alimente de plusieurs insectes. Nos chauves-souris ont le même rôle que nos oiseaux insectivores, donc qui sont diurnes. C'est un rôle complémentaire. Il y a un déclin drastique des populations, franchement, qui est très, très important. Tout ça, ça a un impact sur nous, hein. Ça a un impact sur les populations d'insectes, sur l'utilisation des pesticides en agriculture, parce qu'on veut contrôler les insectes qui ne sont pas mangés, bien, ils restent dans le champ. Et ça a un coût sur les aliments également, parce que plus on utilise de pesticides, bien, ça augmente les coûts de production, donc les coûts des aliments que l'on achète à l'épicerie. Donc, ça a un impact. Pourquoi protéger? Bien, les chauves-souris, c'est des animaux qui sont précaires, sont très vulnérables, produisent peu de jeunes annuellement, hein, 1 à 2 petits. La maturité sexuelle entre 1 an et 3 ans. Et leur vie, ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans quand même. La reproduction est dépendante des conditions environnementales. Ça veut dire qu'une année, là, ce n'est pas toutes les femelles qui vont se reproduire. Souvent, là, c'est 50 des femelles qui vont avoir des petits. L'autre 50 étant donné que leur condition corporelle n'est pas bonne au printemps, elles n'auront pas de petits. Donc, ça va être long avant qu'on retrouve des belles populations. Et la période de torpeur profonde, ben, chaque fois qu'elle se réveille, ça lui coûte 3 semaines de réserve d'énergie. Avec le syndrome du museau blanc et avec les dérangements qu'il peut y avoir, ben, elles sont très, très vulnérables. Puis, les chauves-souris nous rendent quand même de grands services. C'est une lutte biologique qui est gratuite parce que c'est pas supposé de changer ça, puisqu'elle s'alimente de plusieurs insectes qui sont nuisibles dans des cultures. Ce sont des insectes. Les insectes ravageurs dont les adultes sont nocturnes, bon, ils risquent d'être consommés par nos chauves-souris. Le coût d'utilisation des pesticides là, pour réduire les populations d'insectes qui ne sont pas mangés par les chauves-souris, bien, ça, c'est évalué à 2 milliards de dollars en moyenne par année au Canada. Ce n'est pas négligeable. Il faut vraiment, là, c'est important, les chauves-souris. Quand on veut aménager, bon, pour les chauves-souris, bien, il faut penser, de quoi ont besoin les chauves-souris? Si on regarde au niveau du paysage, elles ont besoin d'abris, d'habitats d'alimentation, des points d'eau pour s'abreuver, des sites pour établir leur colonie. Alors là, ce qui est important, ben, c'est de maintenir une diversité d'habitats qui va être connectée par des haies brise-vent, par des bandes riveraines pour permettre d'avoir des airs ouverts à travers puis que les chauves-souris puissent circuler. Hein? Les boisés, il faut que ce soit des boisés qui peuvent être pas juste de conifères, pas juste de feuillus, ça peut être les deux vraiment mélangés. Et ça prend des milieux humides, des marais, des tourbières, parce que ces milieux-là, ces endroits-là, ils sont importants pour s'abreuver, mais aussi comme source de nourriture pour les chauves-souris. Dans les espaces boisés, qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre aux chauves-souris de se déplacer? Il y a des chauves-souris qui se déplacent dans les endroits, des habitats qui sont plus fermés à l'intérieur des forêts. Puis il y en a d'autres espèces comme la grande brune qui, elles, vont utiliser les espaces ouverts. Donc, vous pouvez maintenir des boisés qui sont diversifiés avec des essences, différentes essences, pas des monocultures. De maintenir des lisières arborescentes sur le bord du chemin, sur le bord des champs. Ça permet aux chauves-souris de se déplacer à l'orée parce que quand elles se déplacent proche des lisières, ça leur fournit une protection, puis en même temps, les insectes s'installent là aussi pour se tiennent à l'abri du vent. Conserver la présence d'arbres morts, de chicots, ça aussi, c'est très favorable à l'intérieur des espaces boisés. Éviter des coupes de bois sur des grandes superficies, plutôt faire des clairières qui vont permettre d'avoir des insectes, d'avoir un espace favorable pour le déplacement des chauves-souris aussi. Puis, préconiser différentes classes d'âge, de ne pas tout avoir des arbres de même hauteur, mais d'avoir différentes classes d'âge qui permettent d'avoir une belle structure d'habitat et également conserver des secteurs qui sont en friche. Souvent, on considère que c'est des endroits qui sont non productifs, mais ils sont intéressants et essentiels pour la biodiversité.
Les arbres morts qu'on appelle des chicots, ben, c'est des abris naturels pour les chauves-souris. Elles vont aller soit dans les cavités, sous l'écorce, elles vont dans les branches. C'est des endroits qui sont importants. Ce qu'il faut dire aussi, les arbres morts, il y en a qui sont vraiment dangereux. Ceux-là, on n'hésite pas parce qu'on ne veut pas se faire blesser. Mais il y en a d'autres qui sont quand même en bon état. Puis souvent, on dit, ah, il est mort, il est non productif, on va le couper, mais il peut avoir ça a une valeur pour la faune, puis entre autres pour les chauves-souris. Donc, c'est important d'en conserver. Conserver des gros chicots. Vous pouvez les conserver sur le bord des cours d'eau également, à l'orée des forêts. C'est des endroits qui attirent la chaleur. Ils sont au soleil. Ça peut être vraiment intéressant pour nos chauves-souris. Les haies brise-vent également et les bandes riveraines, c'est des endroits qui sont favorables pour les chauves-souris. Ça permet aux chauves-souris de se déplacer dans les différents habitats, un milieu forestier avec un lac. Ça protège aussi les chauves-souris des vents. Quand il y a des grands vents, les chauves-souris ils ont de la difficulté à se déplacer. Donc, c'est très favorable. Pour l'alimentation, il y a beaucoup d'insectes qui se tiennent à l'intérieur. Puis quand on parle d'insectes, ce n'est pas nécessairement les insectes qui sont dommageables pour les cultures. C'est souvent des insectes qui sont il y a des insectes qui sont prédateurs, des ravageurs. Et les insectes aussi ne sont pas plus fous qu'un autre, hein. Les haies brise-vent vont les protéger du vent. Donc, ils se retrouvent dans ces secteurs-là. Puis c'est des sources d'alimentation importantes pour les chauves-souris. Ce sont des sites de repos diurnes et nocturnes. Et aussi des abris pour la prédation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'oiseaux de proie qui s'en prennent aux chauves-souris. Il faut qu'elles soient capables d'aller se cacher. Lorsqu'elles chassent, aller se cacher rapidement, se mettre à l'abri. Alors, quoi faire? Bien, aménager des haies brise-vent. Ça, je pense que c'est essentiel. Favoriser une hauteur et une composition de plusieurs essences. Et connecter les haies brise-vent puis les bandes riveraines et les différents habitats entre eux. C'est vraiment favorable pour les chauves-souris. Ça leur permet d'avoir accès plus facilement à différents secteurs qui, sans ça, ne pourraient pas, ils n'iraient pas. Donc, si vous avez votre forêt qui est dans un secteur, puis plus loin, une autre forêt, s'il n'y a rien de connexion entre les deux, bien, les chauves-souris n'auront pas tendance à y aller comparativement. Si vous mettez une haie brisée entre les deux, bien, les chauves-souris vont pouvoir y voyager et avoir accès. Les milieux humides sont très, très importants pour les chauves-souris. C'est le premier endroit en début de soirée où les chauves-souris vont, quand elles commencent à se déplacer en début de soirée, elles vont s'abreuver. Ça, c'est une des choses qui est importante. Puis pour les femelles en lactation, dès qu'elles sortent de la maternité, elles s'en vont s'abreuver. C'est vraiment important. Et effectivement, bien, les points d'eau, c'est des sites d'alimentation. Il y a une abondance d'insectes. Les avantages pour vous, ou pour un producteur d'avoir des plans d'eau, ben, ça va attirer les chauves-souris, première chose. Et deuxième chose, ben, il y a ça va attirer d'autres insectes qui ne sont pas nuisibles pour les cultures, mais que ce sont des prédateurs. Donc, il y a des avantages d'avoir des zones, des points d'eau. Alors, ce que vous pouvez faire, ben, maintenir les milieux humides que vous avez présentement, protéger la végétation riveraine, conserver la bande riveraine forestière ou en créer, en faire installer de la végétation sur les rives. Éviter de traverser à guide parce qu'effectivement, souvent, ça détruit les bordures. Possibilité aussi de dévier le fossé. L'eau qui arrive des chemins, bien, au lieu de l'envoyer dans les cours d'eau, c'est préférable de l'envoyer dans la végétation. Ça permet de protéger le cours d'eau, d'avoir une meilleure eau. Et si vous n'en avez pas de milieu humide, bien, dans un secteur, vous pouvez créer un étang ou une mare artificielle. Ça n'a pas besoin d'être bien, bien gros, bien profond, mais ça permet d'avoir une source qui est d'eau importante. Il y a possibilité aussi de participer à la conservation des chauves-souris en mentionnant les endroits où il y a des colonies de maternité. On recherche toujours des colonies. Alors, le Québec est très grand.
et on a vraiment besoin de tout le monde. Présentement, dans votre secteur, dans Gaspésie de la Madeleine, on a seulement 10 maternités. Je suis allée il y a en 2018-2019, j'ai fait le tour de la Gaspésie très rapidement. Je pense en 4 jours, 5 jours, parce qu'on avait des maternités à faire et on est allé faire des décomptes, mais on a parlé à plein de gens, mais je suis vraiment surprise qu'il n'y ait pas plus de maternités, de colonies maternité dans votre secteur. Je pense que ça mérite qu'on en parle un peu plus pour en trouver parce que c'est tellement un endroit, il y a beaucoup de forêts. Je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas où les gens n'osent pas le dire parce que les gens ont peur un peu des chauves-souris, il y a une mauvaise, mauvaise réputation. Si vous avez des chauves-souris chez vous, on ne panique pas. Il y a deux possibilités. Vous pouvez les conserver ou exclure la maternité. En fait, l'exclusion, là, ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a une possibilité de garder les chauves-souris. Et c'est-à-dire, les chauves-souris sont présentes dans mon grenier, je n'ai pas à faire mon grenier, je n'interviens pas, je les laisse là, puis je fais un suivi, je peux mentionner la colonie, faire un décompte. Ou si vous dites, ben j'aime pas ça, mais je voudrais, ils sont dans mon chalet, dans le grenier, j'aimerais ça qu'ils soient isolés, il y a possibilité d'isoler les chauves-souris, comme je parlais tout à l'heure, d'installer, de faire des aménagements. On met la polythène au sol, on récupère le guano, puis on les isole vraiment dans un secteur, c'est possible de le faire. Ou d'un autre côté, ben là, si on dit non, je ne veux plus chez moi, ben, il y a possibilité de les exclure. On parle d'exclusion parce que c'est la seule méthode qui est acceptable et efficace pour le faire. Il y a différentes étapes, mais en gros, c'est que par la sortie, on installe un mécanisme, un one-way, où on installe un moustiquaire qui permet que les chauves-souris sortent, mais elles ne peuvent pas rentrer. Mais avant ça, il faut avoir bouché les trous. Donc, il y a toute une méthode. Et la méthode d'exclusion, c'est efficace, mais c'est important de le faire à la bonne période. À vrai dire, il ne faut pas le faire quand la femelle est présente et que les petits sont présents et ils ne sont pas capables de voler. Ce qui est important de comprendre, c'est que la femelle est en gestation, elle met bas à peu près à la mi-juin. Et en juin, juillet, les petits vont grandir et ils ne sont pas capables de voler. Ils vont quitter la colonie au début d'août. Donc, durant toute cette période-là, si on fait une exclusion ou si on ferme les ouvertures, durant cette période-là, on va enfermer des petits à l'intérieur ou des femelles à l'intérieur et là, on va avoir d'autres problèmes. Donc, l'exclusion doit se faire à partir du moment que les petits peuvent voler. Et étant donné qu'il y a des variations d'une année à l'autre, on parle souvent de septembre à octobre, que c'est possible de le faire. Et le fait que quand on le fait comme il faut, on fait bien une exclusion, bien, ça évite de déplacer le problème à un autre endroit. C'est-à-dire que quand on ferme, si on n'a pas fait le tour de la maison, puis on n'a pas fermé toutes les ouvertures, bien, la chauve-souris, elle va revenir l'année prochaine, puis elle va dire, oh, mon trou est fermé, elle va faire le tour, elle va rentrer par un autre trou dans la maison. Ou elle va faire le tour, puis finalement, elle va s'en aller chez le voisin. Ça aussi, là, ça peut arriver. Ou dans un autre de vos bâtiments que, vous l'avez, je ne sais pas, moi, dans votre grange, puis là, vous le déplacez, mais finalement, vous le retrouvez dans votre maison. Ce n'est pas nécessairement avantageux. Donc, c'est important de bien le réaliser. Également, je souligne un petit côté, il n'y a aucun produit qui est homologué pour lutter contre les chauves-souris, tant au Canada qu'au Québec. C'est-à-dire que tous les produits anti-parasitaires ne peuvent pas être utilisés autrement que ce qui est étiqueté, ce qui est marqué sur leur étiquette. Donc, c'est important de comprendre que présentement, tout ce qui est létal, les pièges collants, les pièges à rongeurs, les pesticides, les répulsifs, peu importe, tout ça, c'est interdit. C'est nuisible pour les chauves-souris, c'est illégal, c'est non éthique, mais surtout illégal, c'est qu'un exterminateur n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'il ne l'utilise pas comme c'est marqué sur l'étiquette. D'un autre côté, les solutions qu'on entend souvent là, parler, bien là, on va mettre la musique, de l'éclairage, des boulamites, ventilation, ultrasons, etc. Il n'y a rien qui fonctionne. On a entendu, c'était quoi, donc des huiles essentielles, il n'y a rien qui fonctionne. C'est très inefficace, c'est une perte de temps. Donc, la seule méthode qui fonctionne vraiment, c'est la méthode d'exclusion qui est faite partout en Amérique.
Pour également, ben, ces informations-là pour déloger une chauve-souris sont sur le site Chauve-souris aux abris. Dans l'information pratique, déloger une colonie et la méthode est indiquée à cet endroit-là. Donc, les informations sont disponibles. Souvent, les gens ils posent des questions. Ouais, mais je veux absolument le faire. Ben, allez consulter parce qu'il ne faut pas le faire à ce moment-là. La méthode, elle est indiquée là, indiquée. Puis c'est comme ça, pas juste ici au Québec, c'est partout en Amérique. Il y a aussi les dortoirs que les gens peuvent faire. Quand les gens font une exclusion, on recommande d'installer un dortoir pour permettre aux chauves-souris qui vont revenir de retrouver le dortoir et d'avoir accès à ce dortoir-là. Et il y a différents modèles aussi de plans de dortoir qui sont présents sur le site Chauves-souris aux abris. Je vous en présente quelques-uns ici. Leur requête et le N-Cube. N-Cube, c'est deux modèles qu'on peut collecter, c'est-à-dire on branche pour avoir de l'électricité, ils sont chauffants et ils permettent d'avoir une température plus stable. De l'autre côté, vous avez le classique à une chambre ou à plusieurs chambres. Des fois, ils fonctionnent tout dépendamment de la température qu'il est capable de conserver durant la nuit. Alors, c'est des modèles qui peuvent fonctionner, mais c'est très variable d'un endroit à l'autre. Alors, ce qui est important pour les dortoirs, c'est de prioriser l'endroit où vous allez l'installer. Souvent, on dit de le mettre sur un bâtiment ou sur un poteau. Le bâtiment, c'est parce que le bâtiment à l'arrière va permettre de capter de la chaleur et va dégager de la chaleur durant la nuit. Le poteau, c'est qu'il n'y a pas de nuisance en bas, il n'y a pas de branche, donc les chauves-souris sont capables d'y avoir accès facilement. On dit aussi de choisir un endroit où il y a un maximum de soleil. Sur notre terrain, là, on a souvent un endroit, quand on y pense l'été, on s'en va là, puis on se dit, mon Dieu, c'est un endroit qui fait chaud, il n'y a pas de vent, le soleil plombe, tu t'en vas pas là à midi là, parce que à un moment donné, tu finis par manquer d'air. C'est des endroits comme ça que les chauves-souris recherchent. Donc, il faut les mettre dans un endroit qui a plein de soleil, qui a de la chaleur. Orientation, la face au sud, sud-ouest, pour qu'il y ait beaucoup de soleil. On demande une hauteur de 3 mètres du sol pour éviter les prédateurs et une zone dégagée sous le dortoir parce que des fois, les gens les mettent dans un arbre, après ça, il y a plein de branches en dessous. Les chauves-souris, quand elles quittent le dortoir, elles se laissent tomber. Puis après ça, quand elles reviennent, elles rentrent par en dessous, mais c'est surtout en sortant qu'elles vraiment se laissent tomber, donc ça lui prend de la place. Le taux d'occupation des dortoirs, comme je disais, c'est très, très, très variable. C'est difficile à comprendre pourquoi que les chauves-souris, il y a des endroits qui utilisent un dortoir classique qui n'a pas de chauffage, puis qu'à un autre endroit, ils ne l'utiliseront pas. Puis, on a remarqué que les meilleurs résultats étaient obtenus lorsqu'on installait un dortoir tout près du trou d'entrée qu'on a sorti. On fait une exclusion. Quand on fait une exclusion, on regarde par où circulent les chauves-souris, on voit le trou d'entrée, il circule par là. Quand on fait la fermeture, on colmate cet endroit-là et on installe quasiment dessus ou le plus près possible un dortoir. Bien, c'est souvent ces dortoirs-là, parce que quand les chauves-souris reviennent la nuit suivante, elles veulent rentrer à l'intérieur, finalement, elles ne trouvent pas de place, elles s'installent dans le dortoir. Et là, bien, souvent, ce sont les dortoirs qui ont les meilleurs résultats. Et voilà. Très intéressant. On a une question de Caroline Charette. Est-ce que c'est compatible d'installer des ruches et des abris à chauves-souris à proximité? Oui. Je ne verrais pas pourquoi que ça ne serait pas compatible. Parce qu'en fait, les abeilles sont diurnes, les chauves-souris sont nocturnes. Oui, non, je vois pas de problématique. Souvent, avec par exemple, si on met, en tout cas, si je pense à la dortoir, c'est bien plus avec les guêpes qu'on a des problèmes parce que les guêpes colonisent les dortoirs. Mais sinon, avec les abeilles, non, il n'y a pas de problème. Si. J'aurais une autre question, c'est Caroline aussi. Je me Vas-y. demandais, est-ce qu'on peut, oui, je vais le dire, est-ce que vous recommandez en fait un abri plus qu'un autre pour notre région, mettons, là? C'est dur de recommander parce qu'en fait, c'est tellement variable d'un endroit à l'autre. Moi, personnellement, si j'avais à installer un dortoir, je m'organiserais puis vraiment avoir un. C'est parce que souvent, moi, j'aurais tendance à dire d'en mettre un qu'on peut, un chauffant.
de manière à ce que tu branches au printemps, puis tu le débranches en août parce qu'ils ne l'utilisent plus, parce que tu te dis, bon, s'il y en a qui viennent, ben, ça va être favorable pour une colonie. Mais présentement, avec le déclin, les populations sont tellement basses que si on installe même si on installe un chauffant, ben, je ne suis pas sûre qu'il va y avoir des chauves-souris qui vont le trouver. Comme par exemple, dans votre région présentement, on n'a plus beaucoup de myotis. Il faudrait voir, est-ce qu'il y en a encore des myotis c'est eux autres, les myotis, qui vont utiliser les dortoirs. Fait que j'aurais pas tendance à dire, ouais, mettez des dortoirs partout, mais les populations sont tellement faibles on n'en voit plus beaucoup, là. J'aurais tendance à rechercher beaucoup plus, mettre de l'énergie à chercher des colonies, des endroits où il y a des colonies, à faire le décompte, de regarder comment ça évolue, puis après ça, dire, ben, il y en a dans tel secteur, puis après ça, on peut penser à mettre des dortoirs. Et si j'avais à mettre des dortoirs, ben, j'irais peut-être sur le site Chauve-souris, je pense que je ne sais pas si le NCUM, qui est possible de l'avoir sans qu'il soit chauffant. Mais c'est ça, faudrait regarder ça, là. Je ne peux pas vous conseiller nécessairement un modèle. Puis il faut dire aussi qu'ils sont plus dispendieux. Parce que là, il faut les faire. Il faut trouver quelqu'un pour les faire, mais c'est quand même dispendieux. Parfait. En fait, je continuerai sur la même veine. J'ai vu, en fait, chez moi, des chauves-souris, pas l'année dernière, l'année d'avant, qui étaient près de mes bâtiments de grange. Puis je pense qu'elle était intéressée parce qu'on a des lumières le soir, donc probablement qu'elle chassait. Est-ce que ça pourrait indiquer qu'il y aurait une colonie pas loin? Je présume que oui, ou ça peut être juste ponctuel de voir des chauves-souris comme ça? Bien, ça dépend à quelle période. Vous souvenez-vous, c'était-tu au début de l'été? Ou Hmm, il me semble, c'était certainement vers le mois de juillet, je crois. C'était pas à l'automne, en tout cas, parce que OK. j'avais encore des bénévoles qui étaient là. Justement, c'est elles qui les avaient aperçus, puis je les ai vus par la suite. Donc, je pense que c'était juillet, peut-être début août. Parce que ça serait, ben c'est sûr, juillet, début août, ça sont encore en maternité. Ça peut être effectivement des femelles, il y a peut-être une maternité pas très loin, mais ça peut être aussi des petits mâles ou des femelles non gestantes. C'est très, très difficile à dire. Il faudrait regarder les bâtiments qui se trouvent pas loin. Il y a possibilité on fait le tour des bâtiments, on regarde s'il y a du guano sur les murs. Il y a possibilité de d'examiner les bâtiments autour puis de voir, vous pourriez y a-tu des possibilités qu'il y ait des chauves-souris? Y a-tu possibilité? Faut, faut vraiment prendre le temps de regarder, là. Parce que c'est sûr que c'est peut-être des chauves-souris ou des petits mâles qui sont pas très loin, mais qui viennent s'alimenter. Puis malheureusement, ben, quand on prend des cris, on ne peut pas savoir, on a l'espèce. Quand les cris sont bons, mais on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. OK, merci. Puis est-ce qu'il y a, disons, à part les bâtiments, là, est-ce qu'il y a des endroits où on peut regarder justement pour voir s'il y a des colonies? Je sais que, ben, en tout cas, chez moi, la façon dont c'est fait un peu plus haut, il y a vraiment, c'était idéal parce que j'ai des petits cours d'eau, j'ai une mare, mais j'ai vraiment un boisé très diversifié. Donc, avec des clairières. Fait que je me dis, ben, est-ce que c'est là qu'on va voir ou est-ce que c'est pas ces espèces-là? Là? J'ai suivi, mais tu sais, des fois, j'en perds des bouts. Ben, en fait, les chauves-souris, ils peuvent, bon, oui, il y a les bâtiments, mais il y a également dans les trous de pique, mais qui peuvent s'installer. Il y a aussi en dessous de l'écorce qui peuvent s'installer, mais c'est tellement, tellement diversifié. Les chauves-souris arboricoles, dont les migratrices, elles, c'est dans les arbres. Donc, dans les arbres qui sont en bordure à l'orée d'un ruisseau, elles peuvent s'installer là. Ça fait que c'est très, très, très variable. C'est pas facile de vraiment détecter un endroit. Il faut quasiment les surprendre, là, à arriver ou à se déplacer avec un anabate pas être capable d'indiquer. Mais si vous n'avez vu, je ne sais pas dans quelle région ou dans quel endroit vous habitez, mais il y a peut-être quelque chose qui peut être fait, puis qu'on regarde. Bon, si vous nous dites que cet été, vous n'avez encore, on peut peut-être aller voir, puis regarder, faire une recherche euh, d'endroits, il y a possibilité, là. Ben parfait, je vais observer encore. Dans le fond, je suis à Sainte-Anne-des-Monts, donc pas si loin de Tourelle, finalement. Ben Euh, oui, ben oui, fait qu'écoutez, on va surveiller ça, là. C'est vraiment intéressant aussi. bienvenue. Bien, merci, Caroline. On va se déplacer vers Capcha. Pamela Benoît qui a une question. Excuse-moi, peser sur le mauvais piton. Oui, dans le fond, ben, c'était un petit peu
ça fait suite un peu à ce que vous venez de discuter. Moi, je suis à Capcha, je suis pas si loin que ça de Caroline, qui est à Sainte-Anne-des-Monts, là. Puis j'en ai vu moi aussi des chauves-souris chez nous. Fait que je sais que j'en ai. Par contre, c'est ça, moi, mon questionnement, c'est justement comment je fais pour savoir sont où, parce que moi, j'ai du bois en arrière, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que trouver où est-ce qu'il loge, où est-ce qu'il se déplace, c'est un peu difficile. Fait que qu'est-ce que vous conseillez, mettons, dans cette situation-là? C'est d'essayer de justement leur donner peut-être des endroits propices à se déplacer et tout ça, ou Ben, en de... fait, c'est sûr que là, vous avez bon, beaucoup de bois, ils se déplacent dans la vie. Moi, j'essaierais de voir, surtout que là, on ne sait pas quelle espèce que c'est, parce que il y a peut-être une maternité qui n'est pas très loin également. Euh, c'est vraiment pas évident parce que les chauves-souris voyagent beaucoup. Elles se déplacent beaucoup. Donc, si elles sont chez vous, c'est déjà que vous les voyez passer, c'est parce que, bon, vous avez des habitats qui sont favorables. Euh, moi, je surveillerais voir de soir si c'est quand vous les voyez, est-ce que c'est tôt le soir ou c'est un petit peu plus tard? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles s'alimentent au lampadaire? Mais souvent, si vous les voyez qui arrivent très tôt, là, normalement, les chauves-souris vont sortir des maternités une demi-heure après du coucher de soleil. Si vous les voyez à ce moment-là, ben là, vous pouvez dire, ben là, il y a une maternité qui n'est pas très, très loin. C'est vraiment d'observer les bâtiments, d'en parler aux gens. Mais il n'y a pas de façon miraculeuse là, de trouver une colonie, là, à part que quand tu es dans un bâtiment et qu'on est capable de voir, ah, il y a du guano et tout ça, mais sinon, c'est pas facile. Moi, mon souci, pas un souci en tant que tel, là, mais tu sais, c'est plutôt pour les aider puis pour favoriser leur présence plutôt sur la Terre puis qu'ils continuent d'habiter, peu importe où ils habitent sur la Terre, tant que, tu sais, je me dis, tant qu'ils sont présents puis que moi, je peux les aider puis qu'eux peuvent m'aider, mais dans le fond, c'est ça qui est positif. Fait que moi, c'était un peu ça ma question, tu sais, mettons que j'ai pas de dortoir puis qu'ils viennent pas dans un dortoir en particulier, mais s'ils sont présents sur ma terre, moi, ça fait mon bonheur quand même, tu sais. Ben, effectivement, en fait, les chauves-souris, dès qu'ils vont voir l'habitat, un ensemble de mosaïques d'habitats qui leur permet d'avoir de la nourriture, de l'eau, puis des abris, pour elles, c'est favorable. C'est sûr qu'on parle toujours de limiter les pesticides. Souvent, on voit les gens, ben, toutes les plantes qui affleurent ou tu sais, souvent, on ne tolère pas les insectes qui ravagent nos arbres. Tu sais, on a un arbre en avant de la maison, puis là, on s'aperçoit de ah mon Dieu, il y a tel insecte qui est en train de le ravager, il perd des feuilles, je vais faire de quoi? Mais où on a des charançons, où on a des hannetons. Ben, veut pas, ces insectes-là vont servir de nourriture. Puis il faut se dire, moi, j'haïs bien les hannetons, là, mais Moi aussi, puis sont bon, chez nous. Fait ben, que c'est ça. Puis s'il y a quelque chose, une bouchée, pour moi, là, étant une chauve-souris, là, je pense qu'entre un moustique et un hanneton, je choisirais l'hanneton. Parce qu'il est pas mal plus protéinique, pas mal plus une belle grosse bouchée, puis tu as plus d'énergie et tout. Fait que des fois, c'est un peu de passer à notre mentalité de dire ah, les insectes nuisibles, mais de les tolérer un petit peu plus. Puis ça permet aux chauves-souris d'avoir une source de nourriture qui est quand même très importante. peut-être une petite dernière question Oui. qui a pas rapport avec ce qu'on vient de parler, mais est-ce qu'il y a des places pour visiter tu sais, des colonies ou des envolées de chauves-souris ici au Québec où ça se fait pas? Parce que je sais que, tu sais, il y a plein d'endroits dans le monde que ça se fait, puis je trouve que, tu sais, justement, les préjugés un peu sur les chauves-souris, c'est un bon moyen, tu sais, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que j'ai découvert plein d'infos sur les chauves-souris. C'est quand j'étais allée aux États-Unis, je crois que c'était au Nouveau-Mexique. Ils ont une grosse caverne là-bas. Puis justement, quand on est entré, ils te demandaient si tu avais visité une caverne avant, puis que si tu avais des vêtements que tu avais portés là-bas, ben il fallait que tu t'en retournes. Tu pouvais juste pas rentrer, fait que à cause du champignon, justement. Mais tu sais, tu apprends plein de choses, puis de les voir sortir comme ça, puis tout ça, c'est vraiment super impressionnant. Puis je pense que ça peut changer un peu
la mauvaise presse qu'elles ont, là. Effectivement. Ben, en fait, on avait le domaine Joli de Lobinière qui réalisait depuis plusieurs années, là, même avant qu'on s'implique dans les chauves-souris, réalisait des soirées de chauves-souris. Les gens pouvaient y aller. On observait les chauves-souris qui sortaient quand il y en avait 5000. Non, pas eu 5000. Ils ont eu, en tout cas, ils ont eu 2000 quelques. C'était impressionnant là, à voir sortir. Les gens s'installaient à l'extérieur. Ils en font encore, mais là, il faut être juste plus patient parce que les chauves-souris, c'est ça, quand il y en a 70, ils entendent du monde, ils sont plus lentes à sortir et sont quand même intelligentes, nos chauves-souris, les chauves-souris, là. Ils n'ont pas l'air de ça, là. Mais, mais malheureusement, on n'en a plus de grosses maternités comme ça. La dernière grosse maternité, c'était au barrage de Bercimis 2 en 2018, je pense qu'il y avait 600 chauves-souris, puis là, avec le syndrome, c'est tombé à 30, puis là, on est rendu peut-être à 70. Donc, malheureusement, on n'en a plus d'endroits comme ça, mais on fait encore des activités. L'année prochaine, cette année, on va en avoir 2 ou 3 activités au domaine Joli sur les chauves-souris pour sensibiliser les gens, puis en parler de plus en plus. Mais les gens, c'est ça, les mythes sont très, très forts, hein. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur des chauves-souris. Ouais. Ben, merci. Bienvenue. Bien, merci, Madame Desrosiers. C'est très intéressant, puis en même temps, c'est quand même assez inquiétant, ce déclin-là. Puis il est probablement à l'échelle de la planète, ce déclin de chauves-souris-là. Dans l'est de l'Amérique du Nord. OK. C'est vraiment, comme vous avez vu tout à l'heure avec la carte du syndrome, c'est vraiment l'Est de l'Amérique qui est touché. Puis au fur et à mesure, l'Amérique du Nord va finir par toute l'être. Là. Mais de la propagation, oui, c'est ça. Ça va plus lentement que vers l'Ouest. Je ne vois pas d'autres questions. Ben, vous nous avez Je pourrais. grandement renseigné. Oui. Je voudrais peut-être juste présenter, il me restait, je ne sais pas si j'ai encore, est-ce que j'ai encore le partage d'écran? Attends un petit peu. Je vais juste montrer. Oui, ça ne sera pas long. Ici, toi. Hmm. Allez-y. Parce que je vais juste revenir. OK. En fait, je voulais juste vous mentionner que ça ne sera pas très long. Il y a différents documents qui sont disponibles. Des documents de sensibilisation qui sont disponibles sur le site Chauves-souris aux abris. Il y a une affiche, l'affiche des chauves-souris du Québec. Il y a un autocollant, le guide d'intervention, comment déloger. Donc, vivre en dépliant sur vivre en harmonie avec les chauves-souris, c'est des choses qui sont disponibles sur Chauves-souris aux abris. Et il y a des liens également qui sont utiles que vous pouvez aller consulter. La Fédération de producteurs forestiers du Québec ont fait aussi comment aménager son boisé pour maintenir les milieux sensibles à la biodiversité. On parle des chauves-souris. Même chose du côté de la conservation des milieux sensibles. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces sites-là. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me rejoindre ou rejoindre mes collègues à Chauves-souris aux abris. Quand vous écrivez, ben c'est nous qui répondons. Et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, de vous aider ou vous supporter dans le projet. Voilà, j'ai terminé. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, merci. Alors, c'est ainsi que nous allons clore l'émission. Donc, j'arrête le partage d'écran. Merci à tout le monde. Merci. Merci à Madame Desrosiers. C'était